la première dame Denise Nyakairou Tshisekedi, épouse du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli l'experte en sécurité informatique. Femme politique française et membre de la République En Marche, Madame Amélie Akaïra-Fili. En 2017, elle est élue députée de la 10e circonscription des Français hors de France Moyen-Orient et Afrique. Lors de son premier mandat, la députée a été rapporteure de 4 projets de loi en commission des affaires étrangères. En septembre 2017, elle est nommée directrice générale de l'Assemblée nationale de l'Agence française de développement (AFD). Elle a également été nommée vice-présidente du groupe d'amitié France-Congo-Brazzaville à l'Assemblée nationale. La rencontre avec la première dame Denise Nyakairou était basée sur une possible collaboration dans l'éducation des jeunes Congolais, qui se définit aujourd'hui comme un contexte large dans lequel les gens produisent ou apprennent ensemble. Ils agissent ensemble. C'est aussi le partage des souhaits et la générosité réciproque. Plus précisément, la coopération entre élèves par rapport au savoir scolaire est le résultat de la pratique de l'entraide, du tutorat et de la coopération de groupe. En termes de construction collective, c'est la pratique du conseil coopératif, réseau d'échange de connaissances réciproques, travail d'équipe, jeu coopératif et discussion démocratique et philosophique. Les enseignants ne sont plus la seule interface des relations de savoir mais s'appuient sur des interrelations partielles entre élèves pour faire de la classe un espace de confiance et un lieu d'accès facile à l'information. À ce titre, ces programmes visent à faciliter la progression de chaque élève et participent ainsi à la dynamique de démocratisation de la réussite scolaire. Ils s'inscrivent dans un champ d'action de lutte contre les inégalités de développement en éducation. Un thème commun a animé le riche échange entre Madame Denise Nyakairou Tshisekedi et Madame Amélie Akaïra-Fili, et ont identifié des opportunités de coopération sur le projet. Vive le Congo, vive la France! Excellencia vient du latin, qui signifie supériorité, excellence. C'est le nom du projet mis en place par la Fondation Denise Nyakairou Tshisekedi, en abrégé FDNT. Une structure chère à l'actuelle première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakairou Tshisekedi. Le programme a été créé en 2019 pour participer à la formation des élites congolaises. Et sa mission principale est de fournir une formation académique de haute qualité aux étudiants qui ont obtenu les meilleurs résultats aux examens nationaux à travers le pays, la République démocratique du Congo. Depuis 2019, 183 bourses ont été attribuées par le biais des bourses de soutien de la Fondation Denise Nyakairou Tshisekedi pour les bénéficiaires de 85% ou plus, dont 114 bourses en 2018 à 2019, 57 bourses en 2019 à 2020. Outre 11 bourses pour 2020 à 2021, ces différents boursiers sont destinés à des universités de la République démocratique du Congo, et certains à des universités du Maroc, des USA, de France, de Chine. La bourse Excellencia existe essentiellement comme une bourse d'excellence pour inciter les étudiants finalistes à postuler avec soin lors de l'examen national. Car pour participer au processus de sélection il faut au préalable 1. Diplômé avec au moins 85% aux examens d'état 2. Réussir le test écrit organisé par la Fondation avec au moins 70%. À noter que le programme Excellencia vise à attribuer 1000 bourses locales et 100 bourses internationales pour 5 années d'études sur 10 ans. Pour 2021 à 2022, la première dame Denise de nouveau encourager les finalistes en sciences humaines qui ont obtenu les meilleurs 85% aux examens d'État à avoir la possibilité de postuler pour des bourses d'excellence avant le concours. Ils sont jeunes, intelligents et conscients d'être de potentiels acteurs majeurs de la construction du Congo que nous voulons. Je suis ravie de voir Rui Excellencia créer de plus en plus d'imitations parmi nos finalistes et les pousser vers l'excellence. Le nombre de candidats n'est pas une source d'anxiété, mais notre motivation. Confirmé Madame Denise Nyakairou. Vive la République démocratique du Congo, vive la jeunesse congolaise.
La République démocratique du Congo, aussi appelée plus simplement le Congo de Kinshasa ou la République démocratique du Congo, est un pays d'Afrique centrale. C'est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique et le pays francophone le plus peuplé. La République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Son président est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle compte au total 26 provinces et 145 districts, et Kinshasa est la capitale de la République. Il couvre un total de 56 ministères sectoriels, dont le ministère de la Santé figure également sur la liste. À partir d'avril 2021, le ministère de la Santé publique, de l'hygiène et de la prévention de la République démocratique du Congo sera coordonné par le Dr Jean-Jacques Mbungani. La santé publique représente l'ensemble des efforts des institutions publiques dans une société. Son rôle est d'aider les personnes handicapées par la mise en œuvre de la promotion de la santé, de la prévention et du traitement. Parmi les maladies rencontrées par le ministre de la Santé publique, de la Santé et de la Prévention de la République démocratique du Congo figure la drépanocytose, également connue sous le nom d'anémie falciforme, l'hémoglobinopathie S et anciennement drépanocytose, est une maladie génétique causée par une mutation dans l'un des gènes qui code pour l'hémoglobine. Ces conditions contribuent en particulier à la susceptibilité des enfants au retard de croissance, à la crise vaso-occlusive, aux infections bactériennes et à l'anémie hémolytique. Il a été décrit pour la première fois dans la littérature médicale en 1910. Il s'agit de la maladie génétique la plus répandue dans le monde, affectant environ 310 000 nouveau-nés chaque année. Environ 80% des cas de drépanocytose sont concentrés en Afrique subsaharienne. La maladie est également courante dans certaines parties de l'Inde, de la péninsule arabique et chez les personnes d'ascendance africaine dispersées dans le monde. Il a tué 114 000 personnes en 2015. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, FDNT en abrégé, est l'organisation bien-aimée de l'actuelle première dame de la République démocratique du Congo. Madame Denis Nyakeru Tshisekedi, épouse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. La fondation organise la formation des personnels de santé à travers le secteur de la santé. La drépanocytose est une maladie génétique touchant la chaîne bêta de l'hémoglobine, qui va aboutir à la formation d'une hémoglobine anormale, dite hémoglobine S. Dans cette vidéo, on va expliquer les mécanismes physiopathologiques de la drépanocytose, les signes cliniques, les complications aiguës et chroniques, ainsi que la prise en charge thérapeutique. Il existe 3 types d'hémoglobine: l'hémoglobine fœtale, l'hémoglobine A2 et l'hémoglobine A1. Cette hémoglobine A1 est formée de 4 chaînes protéiques, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Chacune de ces chaînes est formée d'une succession d'acides aminés. Une mutation touchant un gène localisé sur le chromosome 11 et codant pour l'acide glutamique en position 6 de la chaîne bêta est à l'origine de la substitution de ce dernier par un autre acide aminé qui est la valine. C'est à cause de cette substitution qu'on va avoir un autre type d'hémoglobine appelé hémoglobine S. Le S vient du mot anglais sickle qui veut dire faucille. Parlons maintenant sur le mode de transmission de la maladie drépanocytaire et de sa répartition géographique dans le monde. Il s'agit d'une transmission autosomique récessive, donnant 2 formes, une forme hétérozygote et une forme homozygote. C'est cette dernière qui constitue la drépanocytose majeure. Pour ce qui est de la répartition géographique, cette dernière affecte surtout les sujets noirs. Elle est très fréquente en Afrique centrale, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord et du Sud. En plus, elle constitue l'hémoglobinopathie la plus fréquente. Parlons maintenant sur les signes cliniques de la drépanocytose majeure et des mécanismes de leur survenue. Le début de la symptomatologie commence à partir de 6 mois jusqu'à 1 an. Mais pourquoi pas avant? L'explication est simple. L'hématopoïèse commence in utero.
Elle est assurée principalement par le foie et accessoirement par la rate, entre le 3e et le 6e mois de gestation. Le type d'hémoglobine produite durant cette période est l'hémoglobine fœtale. Arrivant au 7e mois de gestation, l'hématopoïèse sera assurée principalement par la moelle osseuse. Cette dernière produit une hémoglobine de type A1. Maintenant, à la naissance, le taux d'hémoglobine F est entre 50 et 80%, tandis que celui de l'hémoglobine A1 est entre 15 et 40%. Donc à cet âge, l'hémoglobine majoritaire est l'hémoglobine F. Il faut savoir que cette hémoglobine F a un pouvoir inhibiteur sur la falciformation. Donc durant la période où elle est majoritaire, on n'aura pas de signes cliniques. Mais entre 6 mois et 1 an, l'hémoglobine A1 va prendre le relais, ce qui fait que les signes cliniques commencent à apparaître à cet âge. Pour comprendre l'origine du reste des signes cliniques, on doit expliquer le mécanisme de la falciformation. Alors, qu'est-ce que la falciformation? Il s'agit d'une transformation d'une hématie discocyte en un drépanocyte. Mais comment s'effectue cette transformation et sous quelles conditions? On sait très bien que la fonction de l'hémoglobine est de transporter l'oxygène aux différents tissus de l'organisme. Le globule rouge passe d'abord par la circulation générale dans laquelle il va garder sa forme. Mais lorsqu'il arrive à la microcirculation dans laquelle la pression en oxygène est basse, l'hémoglobine S va libérer ses molécules d'oxygène. Ce phénomène est appelé désoxygénation. Suite à cette désoxygénation, la valine mutée qui est un acide aminé hydrophobe va établir des liaisons avec des résidus hydrophobes situés sur une autre chaîne bêta d'une autre hémoglobine S. Ces polymères d'hémoglobine S vont se lier à la face interne de la membrane érythrocytaire, ayant comme conséquence une modification morphologique du globule rouge en une forme de faucille. Un dysfonctionnement du flux ionique en résulte, engendrant un passage du potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, qui aboutit à une déshydratation du globule rouge. Le résultat est une augmentation de la concentration intracellulaire en hémoglobine S, qui est à l'origine du caractère irréversible de la falciformation. Retenez ces deux paramètres car on en aura besoin après. Les drépanocytes formés sont des globules rouges rigides et déformés, ce qui fait qu'ils vont subir une hémolyse prématurée, que ce soit intravasculaire ou intratissulaire. Leur durée de vie passe de 120 jours à 20 jours. Le résultat sur le plan clinique, c'est l'apparition des signes d'anémie hémolytique chronique. On trouve une pâleur, un subictère, une splénomégalie qui dure les premières années de vie mais qui disparaît vers l'âge de 6 ans. On va expliquer ça après. Parfois on trouve une hépatomégalie, un retard pondéral, la croissance staturale est en général normale et un retard pubertaire qui est modéré. Si vous voulez avoir plus d'explications à propos de ces signes, je vous invite à regarder ma vidéo sur les anémies hémolytiques. Je vous laisse le lien en bas dans la description. Une autre caractéristique très importante à connaître, c'est que le drépanocyte a une tendance à adhérer à l'endothélium vasculaire et ont comme résultat un blocage de la microcirculation, à l'origine des microthromboses et des ischémies. Et c'est ce qu'on appelle phénomène vaso-occlusif. Ce phénomène est à l'origine de plusieurs complications aiguës et chroniques. Alors la vaso-occlusion et l'ischémie vont entraîner une douleur très intense, qu'on appelle crise vaso-occlusive. C'est d'ailleurs la symptomatologie qui domine la maladie drépanocytaire. Alors cette crise peut survenir sous forme d'une dactylite, qui est une inflammation des articulations des doigts et des orteils et qui survient entre 6 mois et 2 ans. On peut avoir aussi des crises douloureuses osseuses qui touchent surtout les zones juxta-articulaires des os longs. Les os les plus touchés sont l'humérus, le fémur, le sternum
le rachis et le bassin. Une crise douloureuse abdominale peut aussi survenir, suite à un infarctus de la rate ou du mésentère qui peuvent mimer un abdomen chirurgical aigu. On peut trouver aussi d'autres complications plus graves, comme l'accident vasculaire cérébral ou le syndrome thoracique aigu. Donc, pour récapituler, voici les complications aiguës dont on a parlé. Mais on doit se poser une question. Dans quelle situation le risque de survenue de crise vaso-occlusive est élevé? La réponse, c'est celle qu'on a expliquée tout à l'heure, qui est la baisse de la pression en oxygène et l'augmentation de la concentration en hémoglobine S. Ça peut être un changement brusque de température comme le froid ou la fièvre, un état de déshydratation qui fait augmenter la concentration en hémoglobine S, une acidose, l'activité physique et les altitudes élevées qui entraînent une hypoxie, ainsi que les infections. Maintenant, il faut savoir que les personnes atteintes de drépanocytose ont une susceptibilité accrue aux infections. Je vais vous expliquer pourquoi. Il existe des organes fonctionnant à basse pression en oxygène et qui présentent un risque multiplié de complications vaso-occlusives. Parmi ces organes, on a la rate. Des vaso-occlusions répétées vont entraîner des lésions au niveau de la rate, qui vont compromettre sa fonction de protection contre les infections bactériennes. Ceci est à l'origine de survenue d'infections à répétition, notamment la méningite, les septicémies et la pneumonie. La conséquence de ces infarctus répétés de la rate est l'autosplénectomie qui survient vers l'âge de 6 ans et qui majore la survenue d'infections. La rétine et la médule rénale sont aussi des organes fonctionnant à basse pression en oxygène, ce qui explique la survenue de complications chroniques à type de rétinopathie proliférative ou d'insuffisance rénale. Ce n'est pas que ça, on peut avoir aussi un ulcère de jambe dont le mécanisme est mal connu, une lithiase vésiculaire suite à l'hémolyse chronique, ainsi qu'une ostéonécrose des têtes fémorales ou humérales à cause des vaso-occlusions qu'elles subissent. Donc voici en résumé les complications chroniques de la drépanocytose. Passons maintenant à la prise en charge thérapeutique. La première des choses, c'est l'information et l'éducation des parents à propos de toutes ces situations qui augmentent le risque de crise vaso-occlusive. On les conseille de bien hydrater leur enfant, d'éviter les changements brusques de température, les efforts excessifs, le stress, etc. Le traitement est symptomatique. En cas de crise douloureuse, on prescrit des antalgiques pour soulager l'enfant, des antibiotiques en cas d'infection bactérienne, à savoir que la vaccination antipneumococcique est recommandée avec un rappel chaque 5 ans. Et puisqu'il s'agit d'une anémie chronique régénérative, les réserves en acide folique vont s'épuiser, d'où la nécessité d'une supplémentation quotidienne. Et au cas où l'anémie s'aggrave, on aura recours à une transfusion sanguine pour faire remonter le taux d'hémoglobine à sa valeur initiale. Mais attention, il ne faut pas la dépasser, car on risque de majorer l'hyperviscosité sanguine. Nombre total de personnes vivant avec la drépanocytose est estimé à environ 4,4 millions. Confirmé par les formateurs de la fondation Denise Nyakeruchi-Sekedi, en abrégé FDNT. La drépanocytose, anémie de type ES, est peu connue en République démocratique du Congo. Pourtant cette maladie existe, elle prend des vies et détruit en silence notre société. Et nous devons combattre cette maladie dans notre pays. L'anémie SS est une maladie génétique. Elle est transmise aux enfants de 2 conjoints AS, hommes et femmes. Le seul moyen d'éviter d'avoir un enfant atteint de AS c'est d'éviter un accouchement entre 2 personnes atteintes de AS. Comment savez-vous? Un test d'électrophorèse doit être effectué. Si 2 fiancés sont AS, ils doivent sérieusement réfléchir à la situation et prendre une décision.
De nombreux couples divorcent parce qu'ils ont un ou plusieurs enfants SS dans la famille. Lorsque vous êtes des amis proches, il est important de passer certains tests, dont l'électrophorèse, avant d'envisager un engagement. Ce test peut déterminer la probabilité ou le risque d'anémie SS ou AS. Plus tôt l'examen est effectué, moins il sera douloureux d'abandonner le mariage. Madame Denise Nyakaruchi Sekedi a déclaré au début et à la fin de la rencontre. Dans la soirée du mercredi 12 octobre 2022, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec une délégation du Nord Kivu de l'Ituri en état de loi martiale. L'état de la loi martiale susmentionné a été évalué lors d'un entretien de près de 3 heures avec les présidents des commissions de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'avec les autorités civiles et militaires concernées par la question. Province. Le ministre des Communications et des Médias, Patrick Mourouyaya, a déclaré que les discussions s'étaient cristallisées autour de la perspective de la tenue d'une table ronde qui serait présidée par le Premier ministre Sama Lukonde il y a quelques mois. On a pris 3 heures aujourd'hui parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état de siège, des difficultés, et qu'aujourd'hui, l'état de siège devrait être élevé, mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée, où nous avons entendu les voix de tout le monde et voir dans quelle mesure on répond à la problématique de la sécurité. Le président de la République a tenu à revenir sur une question qui est revenue plusieurs fois. Il a tenu à rassurer les élus du peuple ici que les élections se tiendront dans cette partie du pays. À noter qu'il sera difficile pour le chef de l'État de s'appuyer sur les populations locales à travers leurs représentants avant de décider de réserver une suite à leur demande. Lever l'état de la loi martiale. Nous rassurons la population que nous savons bien qu'ils sont sous une mesure de restriction qui leur prive de certains droits. Et nous leur demandons de garder patience. Nous, leurs élus, ensemble avec leur chef de l'État, nous ne pouvons pas continuer à les voir peiner sous cette mesure de restriction. L'objectif final, ce n'est pas l'état de siège, l'objectif final, c'est recouvrer la paix et la sécurité. L'état de siège, c'est un outil qui a pour rôle, bien évidemment, de restaurer la paix ou de l'imposer s'il le faut. Et c'est le contenu qui compte. Et à ce stade, je crois que le chef de l'État était très clair. Nous allons nous retrouver dans une réunion beaucoup plus élargie pour que nous puissions réfléchir sur les contenus et permettre à cette population qui ne cesse de réclamer la paix et la sécurité d'avoir la réponse et de vivre dans la paix. Le chef de l'État a assuré ses interlocuteurs de la tenue des élections et de la mise en œuvre du projet des 145 territoires dans cette partie du pays, surtout en période d'insécurité provinciale. Pour mettre en œuvre les résolutions COP26 et pré-COP27, Guylain Nyembo-Mbozia, directeur de cabinet du chef de l'État, s'est réuni le jeudi 13 octobre 2022 dans la salle de conférence 24 janvier 2019 au Palais de la Nation en tant que membre du GIBEC ambassadeur de l'Ouest. Environnement et les donateurs climat s'organisent pour échanger sur la mise en œuvre des résolutions et engagements pris dans ces différentes enceintes pour voir jusqu'où ensemble nous pouvons sauver la planète. Le président de la République a initié la rencontre pour s'entretenir avec des partenaires impliqués dans l'avancement des questions climatiques, environnementales et forestières. Et pour lever l'ambiguïté sur les blocs pétroliers et gaziers pour lesquels la République démocratique du Congo a lancé un appel à proposition. Les participants à cette réunion très importante ont convenu de se rencontrer régulièrement pour évaluer les objectifs communs à atteindre.
Le jeudi 13 octobre 2022, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de passation de pouvoir du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Kankokolo. L'arrivée du président Félix Tshisekedi a marqué le début officiel de la cérémonie de relais entre les généraux Célestine Bala et Christian Chiwewe Songesha. La rencontre a été rehaussée par la présence militaire et civile de plusieurs personnalités. Outre le chef couronné des FARDC et des attachés militaires de plusieurs pays amis, des représentants, des sénateurs et des membres du gouvernement dont le ministère de la Défense était également présent. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Sama Lukonde et du membre N°1 de la Chambre des Lords, Bahati Lukwebo. Rappelons que le chef de l'État s'est plu à nommer le général de corps d'armée Christian Chiwewe Songesha pour succéder au général Célestin Bala dans un décret lu le 3 octobre. Général Christian Chiwewe Songesha, je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement, que je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême. À vos ordres, Excellence. Mes très sincères félicitations. Merci. Le commandant suprême des FARDC et la PNC ont voulu officier personnellement à la cérémonie de passation de pouvoir à la place de l'état-major des FARDC au camp de la colonne Kokolo, à Kinshasa. Il a demandé au FARDC de répéter la devise « Ne jamais trahir le Congo ». Général Chiwewe Songesha Christian, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, de respecter plus élèvement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées et consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de menaces à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. Le président de la République a reçu cet après-midi à son bureau de cité de l'Union africaine, Tait Antonio, ministre des Affaires étrangères de l'Angola. Titulaire de la lettre du président de l'Angola, João Lourenço. Ce dernier était accompagné du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondura, qui a également informé le président Tshisekedi, chef du mécanisme de vérification, le général Masson Joao, conformément à la feuille de route de Luanda. Lors de la dernière réunion tripartite Angola-République démocratique du Congo-Rwanda en juillet dernier, Luanda a décidé de créer un mécanisme de mise en œuvre de la feuille de route.
Son siège sera à Goma. À la fin de l'audience, le diplomate angolais a annoncé que l'arrivée de sa délégation sur le territoire congolais revenait à réaffirmer les bonnes relations qui existent entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. La réaffirmation des bonnes relations existent, des relations excellentes qui existent entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. Et que ce faisant, nous sommes dans des initiatives nationales et régionales aussi, y compris des initiatives qui ont trait à la pacification de notre sous-région, dont celui ayant trait à la feuille de route de Luanda concernant la recherche de solutions pour les relations entre la RDC et le Rwanda. Et il a été décidé à Luanda qu'un mécanisme de vérification serait créé et le chef d'État sans doute attend que toutes les décisions que nous avons prises dans le cadre de la feuille de route de Luanda soient mises en œuvre. Et aujourd'hui, ce que nous sommes venus faire, c'est de présenter le général angolais qui sera chargé du mécanisme de vérification, qui sera basé à Goma, à son Excellence, Monsieur le Président, pour que, n'est-ce pas, il puisse se mettre à l'œuvre en étroite collaboration avec nos sœurs et frères de la RDC et les autres pays de la région. Ce faisant, a-t-il dit, les deux pays sont dans des initiatives nationales et régionales, y compris celle liée à la pacification de notre sous-région, y compris celle liée à la feuille de route de Luanda, pour rechercher une solution aux relations entre les républiques démocratiques, Congo et Rwanda. Tate Antonio a exprimé son désir de voir le général Masson travailler en étroite collaboration avec ses frères et sœurs congolais. Jeudi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré une délégation d'organisations internationales dans la cité de l'Union africaine sur les questions liées à l'accueil des Jeux de la francophonie à Kinshasa en 2023. La francophonie, OIF, dirigée par Geoffroy Monpetit, administrateur de cette organisation francophone internationale. La délégation de Geoffroy Monpetit était conduite auprès du chef de l'État par Isidore Kiwanja Njembo, directeur du Comité national des Jeux français, qui a déclaré aux médias que la présence de sa délégation à Kinshasa s'inscrivait dans le cadre du soutien de l'OIF au gouvernement. Sur les 5 continents, 300 millions de femmes et d'hommes partagent une langue commune: le français. Cette langue unit les 88 États et gouvernements qui composent l'Organisation internationale de la francophonie. Créé le 20 mars 1970 à Niamey, cet ensemble unique, riche de diversité, met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ses pays membres, au service et au cœur des populations. Le partage des expériences et des bonnes pratiques, la concertation, la solidarité, la collaboration inclusive avec une multitude de réseaux institutionnels, universitaires et de la société civile sont les valeurs ajoutées qui guident son action. Plus de langue française. L'OIF s'engage pour repositionner le français dans tous les secteurs d'activité et les domaines de connaissances, sur la scène internationale, sur la toile, dans les médias, aux côtés de toutes les autres langues nationales qui représentent la riche diversité culturelle de la francophonie. Elle appuie toutes les initiatives en faveur d'un enseignement de qualité du et en français. L'Observatoire de la langue française de l'OIF recueille et analyse les données sur le terrain pour les restituer tous les 4 ans dans un rapport,
la langue française dans le monde. Plus de culture. L'OIF soutient la formidable créativité des jeunes de l'espace francophone, écrivains, cinéastes, musiciens, plasticiens ou créateurs d'art numérique, permettant une meilleure diffusion de leurs œuvres et l'accès aux marchés internationaux. Elle met en valeur l'entrepreneuriat culturel. Plus de droits. L'OIF travaille avec ses États et gouvernements membres dans une approche préventive. Elle met à leur disposition des outils pour consolider l'état de droit et la démocratie, accompagne les processus électoraux et aide à garantir à leurs citoyens les droits et les libertés fondamentaux. Elle accorde une importance particulière aux droits des femmes. Plus d'éducation. Avec l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'OIF accompagne ces pays pour améliorer l'accès à une éducation de qualité et à des formations professionnelles et techniques qui permettent aux jeunes de s'insérer dans le marché de l'emploi. Elle met en œuvre des initiatives innovantes pour la formation des enseignants et le développement de l'éducation plurilingue. Plus de développement. L'action de l'OIF est aujourd'hui orientée vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Au plus près des populations, elle mène un travail de terrain pour la lutte contre la pauvreté. L'Institut de la francophonie pour le développement durable soutient les pays membres de l'OIF dans la gestion de leurs ressources naturelles, la mise en œuvre de politiques énergétiques et les négociations internationales sur le climat. Plus d'entrepreneuriat. La stratégie de soutien à l'entrepreneuriat de l'OIF repose sur 4 axes. Déployer des incubateurs dans des secteurs d'innovation et de développement responsable. Promouvoir l'emploi chez les jeunes et les femmes en Afrique subsaharienne francophone. Aider les entrepreneurs à se développer en contribuant à l'amélioration du climat des affaires et à l'accès au marché global. Mettre en réseau les acteurs pour faciliter l'échange d'expériences. Plus de numérique. À travers le Fonds francophone pour l'innovation numérique, l'OIF propose de mettre la créativité numérique au service de l'innovation sociale, en appuyant notamment les politiques publiques de ces pays grâce à la conception d'applications numériques. Chaque jour, la francophonie se mobilise pour créer les conditions favorables à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, à l'accès à l'éducation pour toutes et tous, ainsi qu'à l'innovation. Travaillons ensemble pour faire rayonner la langue française. La République démocratique du Congo accueille les 9e Jeux de la francophonie. Geoffroy, mon petit, a dit qu'il s'agissait d'une installation très complexe. Accélérer les travaux. Madame Zena Nina et Madame Natacha Valette, respectivement directrices du Comité international de la France des Jeux et chargées de mission du bureau administratif, ont assisté à l'audition. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni, ce lundi à la Cité de l'Union africaine, les ambassadeurs des pays francophones accrédités à Kinshasa, en vue de les rassurer de sa volonté et détermination pour la tenue, en 2023 à Kinshasa, des 9e Jeux de la francophonie. Les 9e Jeux de la francophonie, initialement prévus en 2022 en République démocratique du Congo, se tiendront du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. L'annonce a été faite via un communiqué sur le compte Twitter de l'Organisation internationale de la francophonie vendredi. La RDC, désignée en 2019,
devait organiser ces Jeux en 2021, mais la pandémie de Covid-19 a entraîné un report à 2022 avant qu'il soit de nouveau reporté à 2023 en février dernier. La précédente édition, tenue en Côte d'Ivoire en 2017, avait réuni pendant 10 jours près de 3500 participants. Les Jeux de la francophonie s'organisent sous forme d'une compétition quadriennale, combinant des épreuves sportives et des concours culturels afin de promouvoir les talents de la jeunesse francophone. Rachida Gassim, ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo et président des ambassadeurs des pays francophones accrédités à Kinshasa, a déclaré à la presse que c'est une victoire africaine et un investissement pour la jeunesse congolaise. Isidore Kouandja Njembo, directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, a, pour sa part, indiqué que la République démocratique du Congo est très impliquée dans la francophonie. A rassuré lui-même les ambassadeurs que ces Jeux auront bel et bien lieu à Kinshasa et le gouvernement est en train de mettre tous les moyens nécessaires afin que les infrastructures soient prêtes. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, connu pour ses influences berbères, arabes et européennes. La médina de Marrakech. Il possède le roi Mohamed VI. Selon le décret, il compte désormais 12 provinces avec un total de 24 ministres. Rabat Sarek Kenitra est la capitale de la République. Le marocain est le nom des résidents marocains et l'arabe est la langue officielle du Maroc. Le français est également particulièrement répandu au Maroc, notamment dans le nord du pays. En raison de l'histoire coloniale du pays, le français est enseigné dans les écoles, en particulier dans les postes universitaires. De ce fait, la plupart des Marocains ayant une formation longue parlent couramment le français. Denise Nyakero, première dame de l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, la fondatrice et présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, FDNT, Madame Denise Nyakero, a été accueillie en visite par Madame Bobi Ladawa à Rabat. Au Maroc, la République démocratique du Congo, aussi appelée plus simplement Congo-Kinshasa ou RDC, est un pays d'Afrique centrale. C'est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique et le pays francophone le plus peuplé. La République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Son président est Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Selon le décret, il compte désormais 26 provinces et 145 territoires avec un total de 56 ministres. Kinshasa est la capitale de la République. Le congolais est le nom des habitants de la République démocratique du Congo. Le français est la langue officielle de la République démocratique du Congo. La fondation Denise Nyakero Tshisekedi, FDNT, développe les jeunes congolais dans plusieurs projets actifs dont Excellencia, un projet impliqué dans la formation des élites congolaises, qui offre une formation académique de qualité aux étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens nationaux en République démocratique du Congo. Ces différents boursiers sont destinés à des universités de la République démocratique du Congo et certains à des universités du Maroc. Madame Bobi Ladawa est congolaise et est née en République démocratique du Congo. Elle était l'épouse de Mobutu Sese Seko, ancien président de la République démocratique du Congo, alors Zaïre. Avec qui Mobutu a eu 3 garçons, Nzanga Mobutu, Jala Mobutu et Ndokula Mobutu, et a une fille, Toku Mobutu. Mobutu Sese Seko Kuku Nvenduwa Azabanga, déjà décédé, né à Lisala, mort le 7 septembre 1997 à Rabat, Maroc, homme politique zaïrois qui a dirigé la République démocratique du Congo de 1965 à 1997. Madame Bobi Ladawa du Maroc a été visitée pour une discussion équitable. Madame Denise Nyakero s'est jointe aux enfants de Mobutu pour déposer une gerbe à sa mémoire sur la tombe de l'ancien président Mobutu Sese Seko Kuku Nvenduwa Azabanga.
Excellencia vient du latin qui signifie supériorité, excellence. C'est le nom du projet mis en place par la fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi, en abrégé FDNT. Une structure chère à l'actuelle première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru-Tshisekedi. Le programme a été créé en 2019 pour participer à la formation des élites congolaises. Et sa mission principale est de fournir une formation académique de qualité aux étudiants qui ont obtenu les meilleurs résultats aux examens nationaux à travers le pays, la République démocratique du Congo. Depuis 2019, 183 bourses ont été attribuées par le biais des bourses de soutien de la Fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi pour les bénéficiaires de 85% ou plus, dont 114 bourses en 2018 à 2019, 57 bourses en 2019 à 2020. Outre 11 bourses pour 2020 à 2021, ces différents boursiers sont destinés à des universités de la République démocratique du Congo, et certains à des universités du Maroc, des USA, de France, de Chine. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, connu pour ses influences berbères, arabes et européennes. La Médina de Marrakech. Il possède le roi Mohamed VI. Selon le décret, il compte désormais 12 provinces avec un total de 24 ministres. Rabat Sarré Kenitra est la capitale de la République. Le marocain est le nom des résidents marocains et l'arabe est la langue officielle du Maroc. Le français est également particulièrement répandu au Maroc, notamment dans le nord du pays, en raison de l'histoire coloniale du pays. Le français est enseigné dans les écoles, en particulier dans les postes universitaires. De ce fait, la plupart des Marocains ayant une formation longue parlent couramment le français. Le choix s'est porté sur Madame Denise Nyakeru-Tshisekedi, l'actuelle première dame de la République démocratique du Congo, qui a inséré la fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi, FDNT, dans la formation des élites congolaises dans les universités marocaines. Des bourses de mérite sont disponibles pour les étudiants qui obtiennent un score égal ou supérieur à 85% au résultat des tests d'État. À l'occasion de sa visite à Madame Bobi Ladawa, l'épouse de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Mobutu Sese Seko Nbendoua Azabanga, qui vit entre la capitale marocaine Rabat depuis la chute du régime de son défunt mari en 1997. Madame Denise Nyakeru-Tshisekedi, fondatrice de la fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi, en abrégé FDNT, a eu le plaisir de rencontrer ses boursiers Excellencia, enfants de citoyens congolais ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens nationaux de la République démocratique du Congo. Deuxième édition. Première édition. La troisième édition. À l'Académie royale militaire de Meknès. Je fais génie électrique et génie mécanique. Maman Denise Nyakeru-Tshisekedi. De la présence. Allez bien. Rassurez-moi. Tout se passe bien. Et les militaires? Je suis l'élève officier Luka Diaré de la promotion deuxième année à l'école royale de l'air à Marrakech, spécialité l'aviation. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Vous avez déjà commencé la pratique? Oui, on pratique depuis l'année passée. Ah, depuis? Oui. Ah, ok. Et ça va? Oui, ça va. C'est combien d'années? 3 ans. Je vais faire la faculté de sciences dans la filière de sciences de la vie et de la terre. En ce qui concerne ma direction, c'est que je pars dans la ville de Meknès, non loin de Fès. Et tu es toute seule? On est à 5, 3 filles et 2 garçons. Et les cours se passent bien? Très bien. Je suis dans la faculté de sciences économiques, juridiques et sociales. C'était une belle expérience épanouissante et tout. Après, la gastronomie d'ici, je m'adapte pas encore. C'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué? C'est un peu épicé. C'est un peu épicé à leur manière. Mais il faudra apprendre à préparer, comme ça tu épiceras à ta manière. Ouais, carrément. Ah oui, voilà. Et nous sommes en train de nous adapter petit à petit. Moi aussi j'ai des petits problèmes de froid, mais je m'adapte. Il faut vous adapter, hein. Regardez, les autres sont là, bien vivantes. Il faut vous adapter, savoir préparer seul. Je sais que ça va être difficile, mais bon.
C'est l'expérience de vie. On a essayé de s'adapter malgré tout au début. Il fallait prendre juste le dents. Je prépare tout seul, je mange. En tout cas, je mange. Ah oui, j'ai appris à préparer ici. C'est ça la vie. Étudiantine, quand on n'est plus chez papa et maman, c'est différent. Donc je compte vraiment sur vous pour exceller. Vous connaissez notre contrat. Je n'ai pas envie d'entendre que Joël m'appelle pour me dire que telle personne rentre parce qu'il n'a pas réussi ou il n'a pas su s'adapter. Faites la fierté du pays. On compte beaucoup sur vous. Moi j'entends ça chez d'autres personnes, enfin des personnes quand même haut placées qui disent vraiment on espère que ces enfants là vont revenir travailler au pays, vont nous apporter quelque chose de neuf et nous sommes là pour vous accompagner et on compte vraiment. Et je suis vraiment fière et j'espère que les 4 ans ou 3 ans vont se passer comme il faut. Vous revenez au pays et vous allez servir dans les domaines qui sont les vôtres. C'est entre moi et mes enfants. Évaluation à huis clos en première année académique de l'université marocaine. Un panier repas a été partagé avec Madame Denise Nyakerouchi Sekedi et des boursiers pour dynamiser la journée. On a ressenti l'amour d'une mère. Elle nous a encore rappelé que nous sommes ici pour les études et surtout pour le développement de notre pays à notre retour, bien sûr. Sur ce, nous promettons de nous battre. Nous croyons la rendre fière et rendre tout l'étendue du pays très fier de nous. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Londres en provenance de Kinshasa vers 1h30 du matin de lundi à mardi pour le sommet Afrique 2022 organisé par le Financial Times. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le chargé d'affaires de la République démocratique du Congo au Royaume-Uni, accompagné de ses collaborateurs. À l'invitation du Financial Times, le chef de l'État prendra la parole lors de ses rencontres le mardi 18 octobre 2022 à 9h45, accueillant plusieurs autres personnes travaillant dans divers domaines d'activité. Les sujets de discussion devraient aborder les questions post-Covid-19 en Afrique, l'environnement des affaires, l'investissement, la transition énergétique et plus encore. Quant au président de la République, les organisateurs veulent qu'il expose le potentiel de la République démocratique du Congo dans divers domaines tels que la biodiversité, les minéraux stratégiques, l'hydroélectricité, etc. En plus de la nécessité d'accroître l'attractivité de l'environnement des affaires. Post-scriptum, depuis son entrée en fonction en janvier 2019. Le président Tshisekedi a joué un rôle central dans l'ouverture du pays à de nouvelles opportunités internationales d'investissement, de commerce et de partenariat. Le président Tshisekedi continue de montrer au monde les riches ressources naturelles inexploitées du pays, y compris les minéraux vitaux pour la transition énergétique verte mondiale. Le potentiel hydroélectrique, les terres arables fertiles et la biodiversité unique. L'accent mis par le président Tshisekedi sur le maintien de la bonne gouvernance, l'élimination de la corruption et le maintien de l'état de droit et le respect des droits de l'homme a créé un environnement commercial positif et transparent qui a inspiré la confiance des investisseurs et attire de plus en plus l'attention internationale. Au cours des 3 dernières années, le président Tshisekedi a conduit le développement de la République démocratique du Congo en lançant de nouveaux projets d'infrastructure, en créant de nouveaux emplois, en améliorant les systèmes d'éducation et de santé et en renforçant la sécurité régionale, tout en augmentant l'intérêt des investisseurs. Il a rétabli avec succès les relations bilatérales et diplomatiques avec les pays voisins et a occupé des postes de direction dans des organisations panafricaines et régionales. Depuis mai 2022,
Le président Tshisekedi dirige la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, un ensemble de pays engagés dans la promotion de la stabilité et de la paix régionale. Et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, à partir d'août 2022. SADC, une organisation intergouvernementale promouvoir la coopération et l'intégration économique. Le président Tshisekedi a été président de l'Union africaine, UAP, de 2021 à 2022, période au cours de laquelle il a relevé des défis tels que l'autonomisation des femmes et des jeunes, le renforcement de la démocratie et de la gouvernance. Ne pensez pas à nos faiblesses, mais à notre volonté de changement, les mots-clés à retenir dans le discours du président de la République au sommet de Londres le matin du 18 octobre 2022. Publié annuellement par le Financial Times FT, organisé la conférence de cette année, que le Financial Times a invité aux dirigeants influents du monde, a été rehaussé par la présence de Félix-Antoine Tshisekedi, qui était également présent en tant que président d'honneur de l'Union africaine, l'organisation panafricaine. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les agences, les nombreuses organisations de droits de l'homme et autres, il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. Des morts innocents, des gens qui n'ont pas demandé à subir ce genre de violence. Il y a énormément de femmes qui sont violées tous les jours. Je ne vous apprendrai rien de ce côté-là. Aujourd'hui, nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Vous savez que les déplacés internes, leur situation est beaucoup plus dramatique que ceux qui se déplacent, qui vont dans des pays étrangers, parce que là, il y a au moins des structures d'accueil. Ici, nous n'étions pas préparés à recevoir ces flux de population qui viennent parfois de manière brutale, inattendue, impromptue, et nous devons faire face à tout ça. Mais que peut faire la communauté internationale de manière réaliste? De manière réaliste, puisqu'on parle de la situation d'aujourd'hui, c'est d'abord de demander au Rwanda de cesser de soutenir cette force, en fait, qui n'est qu'un paravent, qui cache en fait la vraie intention du Rwanda, la vraie action du Rwanda, qui est l'invasion de la République démocratique du Congo. Actuellement président de la CEEAC et la SADC, deux grandes organisations sous-régionales du continent africain. Dans une interaction post-discours, Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur les enjeux et défis auxquels est confrontée la République démocratique du Congo durant sa présidence. La cause de la guerre d'agression qui lui est imposée par le Rwanda à travers les terroristes du M23. Des questions telles que la protection de l'environnement des affaires. Il a déclaré que malgré quelques hésitations, le pays est bel et bien sur la voie de la reprise, par exemple à travers des projets à grande échelle dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie et des minéraux stratégiques, qui font partie de la fabrication des batteries des véhicules électriques. Le chef de l'État a également souligné sa volonté de mettre la bonne gouvernance au cœur de son action politique. Le président Tshisekedi est déterminé à y mettre fin afin de briser complètement les failles du régime passé. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient une réunion de 50 minutes avec le monarque britannique le roi Charles III au palais de Buckingham, le mercredi 19 octobre. Lors de sa participation au Sommet Afrique 2022 à Londres. Lors de la rencontre en tête-à-tête de près d'une heure avec le monarque britannique, rien à filtrer. La rencontre est hautement symbolique.
D'autant plus que le président Félix Tshisekedi a été l'un des premiers dirigeants africains à être accueilli au palais de Buckingham depuis l'avènement du roi Charles III. Le président congolais et le nouveau diplomate britannique ont annoncé leur intention de renforcer les relations bilatérales entre Kinshasa et Londres lors de la présentation de ces lettres de créance par le nouvel ambassadeur britannique à Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi était l'invité d'honneur d'une session spéciale à Chatham House, l'Institut royal des affaires internationales, le mercredi 10 de cette semaine. C'est la première fois qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo s'adresse au prestigieux think tank britannique. Le président a brossé un tableau global de la République démocratique du Congo en démontrant les atouts établis du potentiel économique de notre pays. Il a brièvement évalué son action à la tête de l'État, caractérisée par des progrès significatifs dans le respect des droits de l'homme et des performances économiques. L'augmentation du budget de l'État de 4 à 12 milliards de dollars sur 2 ans, et une croissance économique estimée à 6% en 2023. La séance de questions-réponses a porté sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, la protection de l'environnement et l'extraction minière. Le chef de l'État a assuré aux participants que le pays a fait des progrès significatifs vers la bonne gouvernance. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a profité de sa visite à Londres pour rencontrer une délégation de la communauté congolaise vivant au Royaume-Uni. La rencontre a eu lieu ce mercredi soir dans un hôtel du centre de la capitale britannique. Le chef de l'État a d'abord présenté la situation globale du pays et ensuite il a expliqué à ses compatriotes pourquoi, jusqu'à présent, il privilégie la voie diplomatique pour résoudre le problème de l'agression à l'est du pays. L'option de la guerre sera une option ultime si la diplomatie échoue. Le président de la République a exhorté la diaspora congolaise à s'engager pour plaider auprès des autorités de leur pays de résidence la cause de la République démocratique du Congo et d'expliquer la réalité des faits de l'agression subie injustement par la démocratique du Congo. Les représentants de la diaspora congolaise ont exprimé le souhait de participer aux élections de 2023 comme Congolais de l'étranger. Le président a écouté leurs doléances et il s'en fera l'écho auprès de la CENI chargée de l'organisation des scrutins présidentiels et législatifs de l'an prochain. Le chef de l'État est parti de Londres pour une visite de travail de 2 jours et est arrivé ce jeudi à Accra pour une visite d'État de 24 heures. Le jeudi 20 octobre 2022, à 2h30 du matin. L'avion transportant le chef de l'État atterrit à l'aéroport d'Accra. Le vice-ministre ghanéen des Affaires étrangères Kwaku Amprawem Sarpong a accueilli le président de la République depuis l'avion. Côté congolais, le comité d'accueil est présidé par le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre Christophe Lutondura. Par la suite, Félix-Antoine Tshisekedi a marché avec la diaspora congolaise au Ghana, venue en masse à sa rencontre à l'aéroport.
La visite d'État au Ghana vise à renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Accra. Il vise également à poursuivre les discussions sur l'adaptation au climat en Afrique initiées par les deux chefs d'État lors du sommet de Rotterdam, Pays-Bas. Félix Tshisekedi et Nana Akufo-Addo espèrent coordonner la stratégie Afrique pour la COP27 qui doit se tenir en Égypte en novembre prochain. Selon l'agenda des deux dirigeants, le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo au palais présidentiel à Accra. Ils auront ensuite un entretien en face à face, suivi d'une séance de travail avec leurs proches référents. Ce même jeudi, le président de la République devrait se rendre au siège de la ZLECAf pour un bref entretien avec le secrétaire général de l'organisation en charge de la zone de libre-échange africaine. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a reçu les honneurs militaires du président du pays Nana Akufo-Addo au palais présidentiel Jubilee House à Accra le jeudi 20. La garde républicaine du Ghana a tiré 21 canons à résonance pour accueillir les invités de marque d'aujourd'hui. Les deux chefs d'État se sont rencontrés en tête-à-tête pendant une vingtaine de minutes, suivi d'une séance de travail bilatérale élargie aux ministres et proches conseillers des deux présidents. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment sur les questions économiques liées à l'exploitation minière. La lutte contre le changement climatique a également été discutée en vue d'élaborer une stratégie africaine pour la COP27. Nana Akufo-Addo, présidente de l'Alliance des États fragiles, partage les mêmes sentiments que Félix Tshisekedi, qui dirige une nation qui protège le deuxième poumon de la planète, exigeant que les nations industrialisées respectent les engagements de financement de l'adaptation climatique en Afrique pour le changement. Des documents de sécurité sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo sont également à l'ordre du jour. Le Ghana est prêt à apporter un soutien diplomatique à la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette insécurité. Les deux pays ont décidé de convoquer une grande commission conjointe pour approfondir les échanges bilatéraux. Selon la tradition, le chef de l'État signe le livre d'or du palais présidentiel. Le président du Ghana a organisé un dîner pour le président Tshisekedi et sa délégation. C'est un auditoire chauffé à blanc qui a salué l'entrée du président de la République à l'occasion de sa rencontre avec la communauté congolaise vivant au Ghana. Après son mot de remerciement pour l'accueil lui réservé, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a accordé la parole à ses compatriotes pour se faire une idée de leurs préoccupations. Outre les réalités socio-professionnelles auxquelles ils sont confrontés au quotidien, ces représentants de la diaspora congolaise ont également présenté les difficultés liées à l'impression des passeports congolais, celles relatives à la localisation de l'ambassade de la RDC à Accra, l'allègement des conditions d'octroi des documents académiques et enfin la situation de la femme congolaise vivant au Ghana. À ces quelques doléances, le premier citoyen de la RDC a apaisé les esprits. Tosolaki pe likambo ya ba mama o bazali konyokwama na mibali ya ba Ghanéen. Bon, normalement la seule chose au biso tokoki kosala ezali kosola na bakonzi ya mboka oyo ko attirer attention na bango, mais bango pe bakokoka kolandela mama nyonso oyo auti Congo te mpo bayebaka aza ndenge nini. Yango tozwaki ide na ambassadeur toyokani boye nayebisi azwa avocat
avocat moko Rosala, il y a Ghanéen bien sûr, mais Azali donc affecté na ambassade Nabiso, futami na ambassade Nabiso, pour na baka ya ba compatriote Nabiso. Bino banso dobo pesa na ba message wana soki likambo ezui moko na bino bokimi mbangu na ambassade ezali ndako na bino ezali mboka na biso. Comme ça, l'incontournable question sécuritaire n'a pas été éludée. Le président Tshisekedi a expliqué pourquoi jusqu'à présent il privilégie la voie diplomatique pour résoudre le problème de l'agression dans l'est de la RDC. Koluka lisolo koluka kokende na makamu na malembe ezali kozala faible te eza kozala yuma te ndenge tolobaka na kikinois toza bayuma te toboyi nde banzela wana parce que esengaka bamoyen ebele biso tobandi otonga mboka kotonga ezomonana mbongo ebandi kobima ebele bisika nyonso bazalaka koyiba tozokanga muke boyoki ke budget ntango mbinga nayaki budget na mboka na biso ezali 4 milliards lelo oyo ntango tokosisa bolanda boyoka ekozala autour ya 15 milliards. Ce contact direct avec cette communauté congolaise, le président de la République a fait savoir qu'il n'est pas le dernier et c'est sur ces entrées faites que le chef de l'État a bouclé sa visite officielle au Ghana.